Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Roland Gomes. Bonjour Vicky. Vous êtes le président du groupe Proman, le 4e acteur européen du travail intérimaire et le 10e dans le monde. Parlons éco, c'est maintenant. Il y a 35 ans, vos parents ont ouvert une petite agence intérim à Manosque dans les Alpes de Haute-Provence. Aujourd'hui, Proman réalise un chiffre d'affaires de 4,6 milliards d'euros par an. Comment est-ce possible? Quels sont vos secrets? Le secret d'une famille qui a envie d'aller de l'avant, qui est très entrepreneuriale, très sérieuse et qui travaille beaucoup. Et puis quand on est en famille, on a envie d'avoir un champ des possibles très très large. Mais c'est surtout qu'on a aussi des équipes fabuleuses à nos côtés. Et je crois qu'on va encore continuer. L'origine sociale plutôt modeste de vos parents, ça vous a aidé à mieux comprendre les intérimaires? Oui, beaucoup. Mon père le répète souvent, il a été salarié avant de créer son entreprise et il sait ce qu'attendent les collaborateurs de l'exemplarité d'un patron, d'un projet et de tout ce qui entoure la vie économique. Quelques chiffres pour bien comprendre ce qu'est Proman. 4,6 milliards, vous l'avez dit, 1280 agences dans 18 pays et 120 000 personnes quasiment qui travaillent au quotidien pour nous. C'est 120 000 familles qui comptent aussi quelque part sur nous pour avancer. Et ça nous donne une grande fierté, peut-être plus que les 4,6 milliards. Proman est resté un groupe familial, alors que beaucoup de vos concurrents, Adecco, Randstad ou encore Manpower, sont cotés en bourse. Cela vous donne plus de liberté? Ça nous donne de la liberté, ça nous donne de l'indépendance dans le bon sens du terme et ça nous permet de tenir notre parole. C'est-à-dire, on a une stratégie, on la tient. C'est très important pour nos collaborateurs, intérimaires, permanents et nos clients. Vous pourriez donc maintenir un contrat qui ne serait pas forcément rentable pour sauver des centaines d'emplois, alors qu'une entreprise cotée aurait tranché pour rassurer les actionnaires? Alors, les contrats qu'on a avec nos clients, on les renégocie s'ils ne sont pas bons. C'est le sens d'une entreprise. Il faut qu'on soit un peu rentable. Par contre, ce qu'on est capable de faire, c'est que quand, en ce moment, par exemple, certains des grands groupes ferment de nombreuses agences et donc sont obligés de se séparer de monde, ben nous, on les maintient. On les maintient et on trouve des solutions. Et ça, ce ne serait pas possible si vous étiez un groupe coté? Ben, je crois que non, parce que je crois que la pression des actionnaires et la pression du dividende annuel va au-delà et impose des décisions rapides et brutales. Nous, on n'a pas cette pression-là. Vous avez multiplié les acquisitions ces dernières années. Vous investissez aussi dans des plateformes pour les travailleurs indépendants, alors que l'intérim, il faut le rappeler, c'est un statut de salarié. Le modèle traditionnel de l'intérim, ce n'est plus l'avenir? Si, j'y crois beaucoup. Par contre, l'avenir, et puis les dernières années que nous avons vécues, nous montrent que les gens attendent d'autres moyens d'accès à l'emploi. Donc il y a l'intérim, il y a le cabinet de recrutement, il y a le freelancing. Mais l'intérim se porte mal quand même. Ça fait plusieurs années que ça recule. Ça fait 3 années que c'est un petit peu difficile. Le marché est difficile et le contexte économique mondial est aussi difficile. Justement, quelles sont les conséquences du conflit au Moyen-Orient? Est-ce que vous ressentez déjà les premiers effets? Oui. Parce qu'évidemment, il y a des flux qui sont bloqués, il y a des inquiétudes chez nos clients. Et donc, qui dit inquiétude dit manque de visibilité. Qui dit manque de visibilité dit pied sur les investissements, enfin sur le frein d'investissement. On sent d'ores et déjà des entrepôts qui n'ont pas la matière première et qui donc doivent se séparer des collaborateurs intérimaires. En France, sans CDI, il est difficile de louer un appartement, d'obtenir un prêt. Un géant comme vous, il peut peser sur les banques ou sur les assureurs pour que le statut d'intérimaire ne soit plus une double peine. Le statut a beaucoup évolué, hein, puisque même on fait du CDI intérimaire aujourd'hui et qu'on va même au-delà de ça. Et puis, nous faisons, nous particulièrement Proman, des aides à nos collaborateurs intérimaires et nous avons des partenariats parfois avec certaines banques. Donc vous pouvez appeler le banquier et dire voilà, cet intérimaire, il travaille depuis 2 ans avec nous, il mérite vraiment son prêt. Absolument. Vous l'avez déjà fait? On le fait tous les jours, on le fait très très régulièrement et l'intérimaire, il veut rester intérimaire bien souvent. L'intelligence artificielle va-t-elle tuer les métiers de bureau, de secrétariat, de comptabilité? Est-ce que demain, Proman ne placera plus que des bras, entre guillemets, dans le bâtiment ou la logistique? Je crois qu'il faut être vigilant. Je pense que certains métiers vont être bouleversés, bien évidemment. Pour autant, il va falloir réemployer ces personnes et puis les orienter vers de nouvelles méthodologies. L'IA, c'est bien. Comme tout changement fondamental, ça fait un peu peur.
À nous de nous adapter. Les meilleurs sauront s'adapter. À l'avenir, c'est l'IA qui va sélectionner et choisir les candidats? Non, elle nous aide, elle nous pousse, elle dégrossit et elle nous demande de faire le choix final. Et c'est en ça que ça va plus vite et que parfois c'est plus pertinent. L'IA, elle peut produire des biais, elle peut favoriser certains profils. Comment éviter que les algorithmes ne discriminent les candidats? Elle peut produire des biais positifs et négatifs. Positif, c'est qu'elle va chercher des candidats auxquels nous n'aurions pas pensé, parce qu'effectivement, les critères de recherche sont factuels, alors que notre mental, lui, il est différent, plus subjectif. Et de temps en temps, ça peut être un biais. À nous de le corriger. Est-ce qu'avec l'intelligence artificielle, pas seulement chez vous, mais dans les autres groupes, on ne risque pas de perdre un petit peu le flair du recruteur, la chance donnée à celui qui n'a pas forcément le bon CV, mais qui a l'envie d'y arriver? C'est notre job. Il faut qu'on continue à garder la main là-dessus. Vous savez, il vaut mieux souvent des gens qui ont de l'envie, des gens qui on les forme, on les accompagne. Avec l'IA, on ne risque pas de perdre ça? Je ne crois pas, parce que l'IA, à date, nous suggère et nous tranchons. Quelles sont les compétences qui, selon vous, feront la différence d'ici 2030? Il y a des métiers qui sont très importants, qui vont permettre peut-être de réindustrialiser la France. On manque de métiers techniques, et donc il faut former les jeunes, et il faut surtout leur donner envie d'aller vers ces métiers techniques. Mais justement, on entend que les jeunes, parfois, ne veulent plus travailler le vendredi ou cherchent davantage de sens dans leur travail. C'est une réalité sur le terrain ou c'est un cliché? La vérité, elle est toujours entre les deux. Les clichés, il faut s'en méfier. Oui, il y a des jeunes qui nous disent le vendredi, c'est télétravail. Mais non, ce n'est pas la majorité. Et puis à ces jeunes-là, il faut peut-être aussi leur expliquer qu'il y a différents environnements et pourquoi c'est important de travailler le vendredi. Non, je crois que c'est à nous, en tant que dirigeants, en tant qu'entrepreneurs, de faire la part des choses là-dedans et puis de leur donner les bons codes, quand parfois ils s'éloignent de ce que j'appelle la vraie vie. Aujourd'hui, qu'est-ce qui manque aux entreprises? Ce sont des compétences bien précises ou encore des candidats prêts à travailler dans certains métiers? Les deux, je dirais, parce que les compétences, on peut former à condition d'avoir des gens qui s'intéressent à ce métier-là. Donc on a des métiers industriels où on croit encore, les jeunes croient encore que ce sont des vieilles usines, que c'est pas forcément chouette d'y aller. C'est pas vrai. Aujourd'hui, le tissu industriel a bien changé, donc il faut leur expliquer, leur montrer, leur faire visiter. Et oui, il y a un peu d'accompagnement à faire. Je vous propose maintenant que l'on parle de vous. Pour mieux comprendre qui vous êtes, vous avez apporté un objet qui vous est cher. C'est une gourmette avec le prénom Roland inscrit dessus. Pourquoi ce choix? C'est un objet qui ne me quitte pas. Alors, c'est ma vie perso. Mon papa s'est offert cette gourmette avec son premier salaire. Il y a son nom, sa date de naissance. Mon papa s'appelle Roland, comme moi, et il me l'a donnée lorsque j'ai eu le baccalauréat, vers mes 18 ans. Et elle ne me quitte jamais, je la porte tous les jours. C'est un peu un porte-bonheur, et puis ça me rappelle notre histoire à la famille. C'est vrai que chez les Gomez, on ne transmet pas que l'entreprise, on transmet aussi le prénom, Roland. Votre père, vous l'avez dit, s'appelle Roland. Vous vous appelez Roland et votre fils aussi s'appelle Roland. C'est une manière de dire tu n'as pas le choix, tu dois prendre le relais? Non, surtout pas. Surtout pas, parce que c'est pas évident. Et puis ça serait une pression colossale. Et je crois qu'ils l'ont déjà, les enfants, sur tout un tas d'autres sujets. Non, c'est simplement la fierté de donner son prénom et celui de son grand-père à son fils aîné. Et puis Roland, il a du caractère, il veut forger sa vie, il veut avancer. Il veut aussi travailler dans l'intérim? À date, je ne suis pas sûr. En tout cas, il ne s'est pas manifesté. Mais encore une fois, qu'il soit heureux. Ils sont tous les bienvenus s'ils veulent venir un jour. Votre père, il a fait exploser Proman en France. Vous, vous êtes à l'origine du développement plutôt à l'international. 18 pays, c'était une manière d'écrire votre propre chapitre? Peut-être. C'était aussi une manière de développer Proman, parce qu'il y a la France, mais pas que. Le tournant international, c'est sympa, ça permet de nous diversifier. Ça permet aussi d'être moins dépendant d'un seul pays. Donc c'est à la fois... c'est aussi stratégique, on va dire. Vous avez déjà eu peur de décevoir votre père? Évidemment, évidemment. Et puis je l'ai sans doute fait. Quand vous n'êtes pas d'accord sur une stratégie, qui a le dernier mot chez les Gomez?
Mon père est le patron. Donc, on peut ne pas être d'accord. Par contre, ça peut être ou lui ou moi. Et avec ma mère aussi, parce que... Mais il n'y a pas de discorde. Si on ne doit pas être d'accord, c'est entre nous. Ensuite, quand on sort, on est tous d'accord. Et on porte la décision. Et les discussions, elles restent dans la salle de réunion ou elles se prolongent le soir autour d'un dîner ? Elles se sont souvent prolongées, mais on s'est vite rendu compte que des fois, ce qui sortait de la salle de réunion ou du contexte de travail, c'était les soucis. Et puis on s'est dit, bon, ben, les soucis, entre le samedi midi et le lundi matin 6 heures, ils peuvent rester là où ils sont. Sinon, ça va nous pourrir la vie. Donc on a quand même quelques règles comme ça, afin de bien vivre le travail en famille. Oui, c'est important de décrocher à certains moments. Proman est né à Manosque, loin des grands centres économiques. Est-ce qu'on se sent parfois un peu moins visible quand on réussit en dehors de Paris ? Non, nous, c'est une fierté. Regardez, avec 4,6 milliards, bientôt 5 milliards, nous aurions dû normalement délocaliser notre siège social. Tout est à Manosque. C'est une fierté. On l'assume, ancré dans les territoires, ancré dans son ADN, avec une histoire à porter. C'est même un atout. Si vous deviez choisir, Proman reste une entreprise familiale ou Proman devient numéro 1 mondial, mais est racheté. Qu'est-ce que vous préférez ? Proman n'est pas à vendre. Proman ne sera pas racheté tant que je suis là. Et on peut devenir numéro 1 mondial tout en gardant notre indépendance. Certains n'y croyaient pas quand on le disait. Aujourd'hui, on l'est. Donc, on sait qu'on a encore un grand chemin à faire en restant indépendant. Quels sont les plus grands moments de doute que vous avez eus dans votre parcours ? Il y en a eu beaucoup, pour être honnête. Mais un qui nous a marqué, c'est le Covid. Quand tout s'arrête d'un coup, d'un seul, et que l'on a 95% des collaborateurs intérimaires qui sont à la maison. Voilà. Et on ne sait pas combien de temps ça va durer. Quand vous regardez le chemin parcouru par vous, par votre famille, de quoi êtes-vous le plus fier ? Des 120 000 personnes qui travaillent pour nous chaque jour et qui portent nos couleurs et qui, je l'espère, en sont fiers et qu'on leur rend bien. Voilà, ça, c'est une grande fierté de contribuer à la société. Je vous propose maintenant une partie beaucoup plus légère, quelques questions tac au tac. Plutôt Manosque ou New York ? Manosque. Si vous n'aviez pas été Roland Gomez, vous auriez pu être qui ? J'aurais pu être journaliste ou avocat. C'est vrai ? Ouais, quand j'étais minot, c'était ce que je me disais parfois. Le plus beau compliment que votre père vous a fait ? T'es un bon fils. C'est quoi être un bon fils ? Il faut lui demander, mais c'est sûrement quelqu'un qui est à la hauteur et à qui on peut donner sa confiance. Le plat de chez vous que vous pourriez manger tous les jours ? Alors, le plat de chez moi, c'est les pieds paquets, mais je ne mangerai pas ça tous les jours. Le luxe dont vous ne pourriez vous passer ? Être au calme le week-end. TV5 Monde, c'est la chaîne de la francophonie. Quel est votre mot préféré en français ? Liberté. Eh bien, c'est une belle façon de conclure cet échange. Merci à vous, Roland Gomez, d'avoir été notre invité. Merci beaucoup. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Rendez-vous évidemment la semaine prochaine. Et on va terminer cette émission par une photo souvenir.